Bonjour Mathieu Lafarge. Bonjour. Vous êtes le directeur de la stratégie de l'Observatoire du Grand Paris Seine-et-Oise. On est ravis de vous accueillir parmi nous aujourd'hui au Sustainable City Summit. On le voit avec cet événement qui est dédié aux enjeux de la ville de demain. Les villes de demain devront faire face à beaucoup de challenges en termes de mobilité, en termes de consommation énergétique, de respect de l'environnement, de vivre ensemble. Vous nous présentez aujourd'hui le projet d'offre multiservices, un projet qui vise à combiner la mobilité multimodale et les services de proximité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Tout à fait. Alors du coup, c'est un projet qui s'appelle les hubs multiservices dans le principe dans le principe du pôle d'échange multimodal, qui à la base est un projet qui visait à fluidifier la mobilité sur un territoire qui est un territoire extrêmement contraint en termes de mobilité. Mais j'y reviendrai en vous présentant un peu ce territoire et ses principaux justement points d'interrogation sur la question de la mobilité. C'est un projet qui est parti justement de ce principe-là d'améliorer la mobilité sur un territoire et qui, au gré de son évolution, de sa conception, au gré des échanges qu'il y a eu avec les élus notamment de l'exécutif de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, avec les agents techniques, avec un certain nombre d'experts, a abouti à un principe où l'idée était non pas de travailler uniquement sur l'angle de la mobilité, mais de combiner cet angle de mobilité avec la question de la proximité dans un principe d'accessibilité aux services publics, privés, par tous les habitants du territoire, quel que soit le mode de transport choisi et quel que soit leur lieu d'habitation. On a un territoire donc, qui fait 73 communes, qui est un territoire qui est vaste. Combien de personnes ? 410 000 habitants pour 500 km² qui se trouvent aux portes de la métropole du Grand Paris. Donc vraiment sur le nord des Yvelines, on est sur la Grande Couronne. C'est une interco qui est née suite aux lois MAPTAM, le 1er janvier 2016, de la fusion de 6 intercommunalités qui étaient intégrées en termes de compétences de façon très différente. On avait le Mantois, qui est une communauté d'agglomération qui date de 1960, jusqu'à une communauté de communes qui avait 2 ou 3 ans. Et le choix a été fait de monter en compétences et donc niveler vers le haut ce principe de compétences pour l'ensemble des 6 intercos et d'aboutir du coup à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, qui est la plus grande communauté urbaine de France aujourd'hui, suite au passage des anciennes communautés urbaines en tant que métropole. Voilà, donc on a 410 000 habitants, 500 km². Ce qui est important à retenir aussi, c'est qu'il y a 55 km de ruban de Seine, qui est une infrastructure majeure de ce territoire, puisque c'est la vallée de la Seine-Aval, initialement, qui coupe le territoire en deux, entre une partie nord et une partie sud. C'est un territoire qui est très hétérogène. On va y retrouver tout un tas de typologies de territoires qu'on peut retrouver, qui vont de la ruralité traditionnelle aux néo-ruraux, au périurbain peu dense, au périurbain dense, jusqu'à la zone dense le long de la Seine. Sur les 73 communes, pour vous donner une idée, on a 45 communes rurales. 800 habitants au kilomètre carré en termes de densité, c'est quand même dense, mais si on y regarde de plus près, on va avoir 2500 habitants au kilomètre carré côté est et 500 habitants au kilomètre carré côté ouest. Donc on a une hétérogénéité de faits, des typologies d'habitat, des typologies géographiques, un territoire qui est vraiment hétérogène, c'est le mot, quoi. Oui. Alors justement, comment on arrive à proposer des services de proximité, une mobilité multimodale mais finalement commune, à un territoire aussi vaste et aussi hétérogène ? Eh bien, le projet est parti d'une infrastructure de transport majeure, de transport en commun qui arrive sur le territoire en 2024, qui est le prolongement du RER E EOL, donc de Saint-Lazare jusqu'à Mantes-la-Jolie, qui nous raccroche d'ailleurs directement à la Défense, qui n'était pas le cas avant. Il faut savoir que ce territoire a 2 réseaux ferrés, le réseau J6 qui est au sud et le réseau J5 qui est au nord, qui sont tous les deux des réseaux ferrés qui, in fine, amènent à la Normandie. C'est le train Paris-Normandie. Et c'est le réseau sud, du coup, qui va se transformer en RER E EOL avec un nouveau matériel roulant, une contrepointe beaucoup plus importante en termes de fréquence, en termes de fiabilité, en termes de durée réduite aussi. Et donc l'idée, c'était de travailler finalement à l'arrivée de cette infrastructure sur le territoire et de travailler avec les élus à la préparation du territoire à l'arrivée d'EOL, qui est un événement qui n'arrive pas tout le temps sur un territoire de ce type-là. C'est une infrastructure qui coûte 4 milliards d'euros, qui devrait arriver normalement en 2024. Donc on a travaillé avec les élus à la préparation du territoire à l'arrivée d'EOL sur 2 logiques. Comment donner de la valeur ajoutée au déplacement de nos 50% de navetteurs. On a 200 000 actifs, il y en a 100 000 qui vont travailler ailleurs.
qui ont souvent des déplacements longs, coûteux en temps, en énergie, et qui représentent une vraie perte de temps. Et l'autre logique qui sous-tendait ce projet, c'était comment passer d'une logique de déplacement subi à une logique de déplacement choisi. Et donc là, on interroge aussi le principe de démobilité, ou encore plus précisément de mobilité inversée. Comment amener le service au plus près des gens pour du coup travailler sur un concept qu'on avait travaillé avec Bruno Marsloff à l'époque, qui était intervenu lors de séminaires avec les élus, sur le principe de la ville à portée de main. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une zone où il y a très peu d'aménités urbaines, à savoir très peu de services de proximité, pas de boulangerie, pas de commerce, etc., comment faire en sorte de vous éviter de prendre la voiture pour le moindre déplacement nécessitant l'accès à des services de la vie de tous les jours quotidienne. Et bien, c'est en travaillant sur un projet qui, du coup, a pour but, donc, d'une part, de favoriser le rabattement sur gare de tout point du territoire par tout mode de transport, et donc finalement de favoriser l'intermodalité. Vous partez le matin à pied pour prendre votre bus, vous prenez le train ensuite, vous arrivez sur vos lieux de travail et puis vous faites le chemin retour. Donc favoriser l'intermodalité. La décision a été prise lors de ces séminaires avec les élus de travailler un maillage du territoire d'une centaine de plateformes intermédiaires qui allaient proposer une offre à la fois de multimodalité, donc vous voyez sur le schéma de gauche, et une offre de services de proximité. Donc tout simplement, ce sont des plateformes physiques, on pourrait imaginer un parking sur lequel on va déployer de l'offre de covoiturage, des bornes électriques de recharge, on va faire en sorte que l'arrêt de bus soit le plus proche possible de cette plateforme-là pour éviter toute rupture de charge. On est vraiment dans un principe de charte qu'on avait d'ailleurs utilisé suite aux travaux qu'avait réalisé la fabrique des mobilités en lien avec l'ADEME. Et donc on va y combiner du coup une offre de proximité pour que finalement ces lieux, enfin ces plateformes multi-usages deviennent aussi des lieux de vie et d'intensité de flux sur lesquels on va retrouver du coup des food trucks le midi, des casiers de distribution légumes, pain, voilà, il y a tout un panel de services qui puissent être imaginés, qui sont à la fois de l'ordre du privé, donc food truck, garage mobile, etc., mais aussi des plateformes mobiles publiques, de services publics, le camion Pôle emploi, la plateforme de la rénovation énergétique, etc., etc. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur l'accessibilité à ce genre de service pour toute personne et de rapprocher finalement l'offre de la demande, mais en faisant en sorte que ce ne soit pas la demande qui doive se rapprocher de l'offre, mais que ce soit l'offre du coup qu'on ramène près de la demande. Justement, j'ai une question au sujet des acteurs de ce projet, parce que on le voit, c'est un projet très ambitieux, mais ça nécessite d'avoir des acteurs du public, du privé. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire où ce qu'on en est dans ce projet ? Avec qui vous travaillez ? Est-ce qu'il y a déjà des choses qu'on peut voir ou qu'on pourra voir peut-être bientôt ? C'est un projet de longue haleine parce que pour toute bonne recette, il faut travailler sur un certain nombre d'ingrédients et des ingrédients qui sont parfois difficiles à travailler. On a commencé ce projet il y a 2 ans, qui était à la base, encore une fois, un projet vraiment axé sur la mobilité, qui était une commande d'ailleurs de notre vice-président de la mobilité, Pierre-Yves Dumoulin, et qui a évolué en cours de route et qui du coup s'est complexifié. On a investi la Semaine européenne de la mobilité 2019, durant laquelle en fait on a organisé tout un tas d'événements qui allaient des ateliers autour du modèle économique, parce qu'il est question vraiment de ce modèle économique et dans un budget de fonctionnement qui est très contraint. Comment lancer un projet de cette envergure pour que ça ne coûte pas d'argent à la collectivité ou le moins possible. Des ateliers sur l'intermodalité en temps réel, donc comment avoir accès à l'information de tous ces modes de transport en temps réel, que ce soit le bus qu'il va falloir équiper de puces GPS et donner l'information par quels moyens. Tout ça, ça a développé et en fait, ça pose un grand nombre de questions qu'il faut traiter les unes après les autres avant de pouvoir concrétiser de façon globale ce projet. On est vraiment dans un principe systémique de modèle de développement territorial qui change un peu de logique. Et donc, du coup, on a travaillé avec beaucoup d'experts qui sont venus nous apporter, nous enrichir notre réflexion, nous obliger à nous poser les bonnes questions aussi. On a travaillé avec les habitants dans un principe de maîtrise d'usage, comment partir de la demande et des attentes des habitants pour dimensionner au mieux un projet de cet acabit-là qui doit être norme. Enfin, si on veut que ça marche, il faut vraiment que les besoins de la petite échelle, les besoins et les attentes de la petite échelle, à savoir un hub qui s'inscrit dans un village et donc qui est entouré d'un certain nombre de ressources, toutes les ressources, le producteur local, la boulangerie du coin, l'association qui va proposer un type de service. Comment organiser cette ressource locale pour l'offrir sur un lieu, la rendre visible et faire en sorte qu'elle en bénéficie à l'ensemble du territoire. Donc en fait, c'est une question de tension permanente entre la petite échelle, la grande échelle apportant la taille critique nécessaire pour imaginer un modèle économique qui soit viable. Et donc, du coup, ça nous fait travailler avec tout un panel d'acteurs, évidemment les élus en premier, parce que c'est eux qui portent ce genre de projet. C'est un portage politique fort. Pas pour rien que ce projet est issu du projet de territoire, en tout cas des réflexions du projet de territoire. On travaille avec des privés, avec des experts, avec les habitants, avec les acteurs locaux.
Et donc finalement, on travaille avec tous les acteurs de la fabrique de la ville, quoi. Et c'est ça qui est passionnant. Et est-ce que vous vous êtes inspiré d'autres territoires peut-être pour penser ce projet ? Alors, en l'occurrence, on aurait bien aimé, ça aurait été plus simple. Un projet de ce type, aussi ambitieux, et on le dit en toute humilité, mais aussi ambitieux dans son principe justement de déployer du service, d'organiser l'itinérance, etc., tout en combinant ce service de proximité de la mobilité. Il n'y a pas beaucoup de territoires qui se sont lancés là-dedans, donc on est plutôt en train de défricher le terrain, en tout cas à cette échelle-là. Il y a des initiatives qui ont été prises, notamment sur l'itinérance ou sur des hubs de mobilité, mais plutôt en zone dense. Mais combiner les deux, et encore une fois, sur ce nombre de plateformes-là, ça n'a pas été encore fait, et donc du coup, on est un peu les pionniers sur ce sujet-là. Et en tant que pionnier, effectivement, vous défrichez. Là, justement, vous nous présentiez donc, tous les services, les multiservices qui pouvaient être proposés. Moi, j'avais juste une question sur l'impact. On sent bien que l'idée, c'est quand même d'améliorer la qualité de vie de tout un territoire. Est-ce que vous avez une idée de l'impact qu'aura ce projet sur la vie des habitants ? Je ne sais pas, est-ce que vous avez fait des projections peut-être ? Alors, on n'a pas de projection, mais on a fait faire une étude par Chronos, Bruno Marsloff et Alain Tripier, auprès de nos habitants. En fonction donc, qui se voulait représentative, qui l'a été, des habitants qui venaient à la fois des villes de zones denses jusqu'aux villes rurales. Donc on a eu 500 entretiens qualitatifs, entretiens qui se sont d'ailleurs déroulés post-Covid. Donc c'est pas anodin, parce que finalement cette liberté contrainte de se déplacer, de se mouvoir, même pour accéder à des services de proximité, faisait partie justement de cette nouvelle réalité. Et il s'avère que la légitimité de ce genre de projet doit reposer notamment sur ce genre d'enquête. Et là, en l'occurrence, le retour est assez probant dans le sens où les téléservices, on le vend en poupe. Il y a une vraie attente de la population de cette nouvelle façon de travailler, que ce soit par le télétravail, la télémédecine, les services de proximité qui doivent apparaître de façon beaucoup plus claire et en termes d'information beaucoup plus partagée. Donc, on se fonde vraiment sur un travail qui a été fait auprès de nos habitants pour justement coller au plus près de leurs attentes et de leurs besoins. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'on a créé 4 plateformes, 4 hubs expérimentaux lors de la Semaine européenne de la mobilité pour justement donner à voir ce projet, le crédibiliser, montrer un peu ses potentialités. Alors encore une fois en toute humilité, parce qu'on l'idée, c'était vraiment de travailler sur un principe d'expérimentation. On n'était pas encore abouti de façon suffisamment mature sur toutes ces réflexions. Et donc j'ai une petite vidéo à vous montrer. Voilà, qui est un exemple du coup d'un hub rural. Hub rural qui se trouve à Gaillon-sur-Montcian, donc dans le Vexin, 700 habitants, aucun commerce de proximité, un bus pour les enfants, pour le scolaire le matin, en heure de pointe, mais pas de transport en commun du tout, donc tout le monde dépend de sa voiture. Et les populations captives, donc les jeunes comme les personnes âgées, du coup dépendent de leur véhicule ou des véhicules des autres. Et c'est aussi tout l'intérêt de ce genre de projet. Alors les hubs multiservices sont d'abord des hubs de mobilité. On y retrouve toute l'offre de mobilité et d'intermodalité qu'on peut rencontrer sur un territoire comme le nôtre. Ça va donc de lignes ferroviaires, de transport lourd, en passant par des lignes de bus, éventuellement du transport à la demande en zone rurale, des aires de covoiturage pour de l'autopartage. On peut avoir également une offre de vélos ou des endroits pour des parkings à vélo. Voilà, donc en fait c'était des centres de mobilité où on peut passer facilement d'une mobilité à l'autre. Et puis l'idée un peu originale, c'est d'y associer des services. L'objectif de ces hubs, c'est un maillage de mobilité, donc de favoriser effectivement le partage du véhicule, ce qui répond effectivement à une inquiétude en matière d'environnement, parce qu'évidemment à 4 dans la même voiture, l'impact carbone est beaucoup plus faible. Et puis en amenant des services, ça permet, si vous voulez, de donner une meilleure vie à nos citoyens, pour lequel le temps de transport est toujours une corvée. Et donc par la force des choses, s'ils peuvent gagner du temps et leur épargner un certain nombre de courses sur leur temps à la maison, c'est l'objectif.
Voilà, donc là c'est un hub rural qui est adossé à un projet pilote de tiers-lieu rural aussi qu'on porte dans ce même principe. Donc le projet au plus près, c'est ça? Pardon? Le projet au plus près? Alors, le projet au plus près, qui est du coup la plateforme, l'outil numérique, vient permettre d'articuler la complexité de ce genre de projet entre l'offre de multimodalité et l'offre de proximité. Il est nécessaire de donner à voir l'information, notamment de l'offre de services sur chaque hub et sur chaque créneau horaire. Et donc, du coup, on a développé une application, alors une web application en l'occurrence, qui s'appellerait Au plus près, qui est pour l'instant en projet, hein, mais histoire de vous montrer l'outil numérique et justement la gestion de la donnée, la data, et notamment de la donnée territoriale qu'il va falloir déployer derrière. Et donc cette application sera notre outil de lien entre l'habitant, les communes qui sont partie prenante de ce genre de projet, hein, en lien avec l'interco, les acteurs locaux et les agents qui vont devoir animer toute cette complexité. Voilà. Très bien, écoutez, merci beaucoup, c'est un projet passionnant, vraiment. Merci. Le mot de la fin maintenant? Le mot de la fin, je dirais que c'est un projet qui a d'autant plus de sens en post-Covid et qui du coup nous a ramené aussi à cette liberté de circuler, à cette accessibilité aux services. C'est un projet qui s'inscrit du coup dans une dynamique à la fois aussi de résilience parce qu'il fait appel à des ressources locales qu'il s'agit d'exploiter, qu'il s'agit aussi de donner à voir et on s'ignore parfois ignorant de tout ce qui se passe à côté de chez nous. C'est un projet qui vise à développer le circuit court et enfin c'est un projet qui vise à développer la qualité de vie parce qu'elle va faciliter la vie des gens. Très bien, merci beaucoup Mathieu Lafarge. Merci à vous.